Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve encore une fois pour un instant rolling sur les staples. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à des cas plus complexes ou vicieux, mais qu'on m'a quand même beaucoup réclamé. D'ailleurs, j'ai dû séparer cette vidéo en deux à la dernière minute durant l'écriture car ça faisait une vidéo bien trop longue, donc sachez qu'un épisode 5 sur les staples sortira d'ici peu. Commençons donc par appeler par la tombe. Il est important de bien analyser son fonctionnement de base déjà. On bannit un monstre depuis le cimetière et on en annule les effets, ainsi que les effets activés de monstres du même nom d'origine et les effets sur le terrain de monstres avec le même nom d'origine. Et il faut bien l'interpréter ainsi. On n'annule pas uniquement les effets activés sur le terrain, on annule les effets activés et les effets sur le terrain. On parle ainsi des effets continus sur le terrain. En effet, la carte est un contre au N-Trap, et c'est précisément parce qu'elle annule les effets activés partout. Parce que le N-Trap que vous ciblez dans le cimetière et que vous bannissez, c'est déjà plus la même carte que celle qui a activé l'effet dans la main. Donc c'est une raison de plus de me croire sur mon interprétation. Ça vous montre bien que ça doit fonctionner comme ça, sinon ça pourrait pas contrer les N-Trap comme ça le fait. Aussi, toujours sur son fonctionnement, sachez que vous avez le droit de bannir un monstre normal avec cette carte, mais aussi que vous devez absolument bannir pour pouvoir appliquer l'annulation. Car si le monstre est invoqué depuis le cimetière avant la résolution d'appeler par la tombe, il n'y a pas de bannissement et donc pas d'annulation. Une fois de plus, l'importance des conjonctions n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ce qu'on vérifie, eh bien on regarde le nom de la carte qui a activé l'effet à la base, pas son état actuel au moment de la résolution. Ça veut dire que si vous activez l'effet d'un monstre dont le nom correspond à ce qui a été précédemment annulé par appelé par la tombe, et que ce monstre il est flip face verso par le livre de la lune avant la résolution de son effet, l'effet sera malgré tout annulé. On a regardé le nom de ce qui a activé l'effet, pas de ce qui est toujours là, éventuellement peut-être, à la résolution. On pourrait dire que l'annulation est appliquée à l'échelle du nom de la carte en général, et pas à un monstre spécifique. Maintenant que ces bases sont posées, il ne me reste qu'à parler du cas des cartes qui prennent d'autres noms. Chez les cyberdragons par exemple, beaucoup de monstres prennent le nom cyberdragon quand ils sont sur le terrain ou dans le cimetière. C'est un genre d'effet non classifié, ici en gros c'est un effet continu sauf qu'il est actif également dans le cimetière, et non uniquement sur le terrain. Sauf qu'appelé par la tombe a l'avantage de bien préciser qu'on considère le nom d'origine du monstre banni. Donc si vous bannissez le vrai cyberdragon, alors certes le nom bloqué entre guillemets sera cyberdragon, mais uniquement l'original, puisque pour tous les autres ça ne devient qu'un nom de substitution, ça ne remplace pas leur nom d'origine. Faut bien voir que quand on remplace le nom d'origine, on dit nom d'origine. Si c'est juste ce nom devient, c'est un peu comme l'attaque devient. On parle juste de la chose actuelle, pas de la chose d'origine. Donc par conséquent ici, ça ne les annulerait pas. En revanche, c'est bien pire chez les harpies, parce que non seulement certaines ont ce même genre d'effet, donc on vient de le voir, mais il y en a également d'autres, la cyber et les 1, 2, 3, qui ont une condition disant qu'elles sont toujours traitées comme dames harpies. Non seulement c'est une condition sur le nom, mais c'est donc valable absolument partout. Mais en plus, c'est leur nom d'origine du coup, puisque leur nom est toujours traité comme ça. Là, c'est effectivement un cas où on ne dit pas nom d'origine, mais vu que le nom de la carte, il est toujours traité comme ça, que c'est une condition, et en plus, ce qui est bien avec ces conditions, c'est qu'elles sont entre parenthèses, vous savez que ça concerne le nom partout. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas en jouer une de chaque dans votre deck. Vous devez toujours considérer leur nom comme étant simplement dame harpie. Et donc, si vous jouez l'original ainsi que la cyber et les 1, 2, 3, eh bien vous jouez 5 dames harpies, ce qui est interdit puisqu'on est limité à 3. Par extension, si on bannit une de ces cartes avec appelé par la tombe, ça va annuler toutes ces cartes, puisqu'elles ont toutes comme nom d'origine dame harpie. Continuons dès à présent avec une notion pas toujours évidente, le bannissement temporaire. Ça correspond à une situation où un monstre va être banni jusqu'à un certain temps. Omega, par exemple, peut se bannir jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Il va donc quitter temporairement le terrain pour revenir plus tard, sans que ce soit une nouvelle invocation spéciale pour autant. Il va juste revenir sur le terrain. C'est vous qui allez, pendant votre stand-by phase, à un moment, obligatoirement dire « je fais revenir Omega ».
Et d'ailleurs, s'il était dans une zone extra quand il s'est banni, il reviendra en zone main, puisqu'il arrive sur le terrain depuis les cartes bannies, pas depuis l'extra deck. Et la carte qu'on va utiliser pour bannir ce qu'on veut, c'est Farfa, qui peut bannir un monstre jusqu'à la end phase. Mais il y a également le cas des monstres mis face verso par le livre de la lune, puis retournés par la suite. On va ainsi faire la liste de ce qu'un monstre conserve ou oublie s'il est temporairement banni ou flip face verso, puisqu'au final, on a à peu près les mêmes catégories à traiter, donc je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Et je vais pas répéter tout le temps que je parle uniquement de bannissement temporaire ou de flip temporaire, hein. Je précise bien, juste dire banni ou flip, là maintenant vous savez très bien de quoi je parle. Donc qu'il ait été banni ou flip, il va se souvenir de s'il a été invoqué ce tour ou non. S'il a été banni, il se souviendra d'où il a été invoqué, main deck, extra deck, la main, etc. Mais pas s'il a été flip. S'il a été banni ou flip, il se souviendra par quelle méthode il a été invoqué, même les méthodes plus précises que juste normal ou spé, genre sacrifice, synchro, pendule, etc. En revanche, il ne se souviendra plus de quels matériels ont été utilisés, ou de quels monstres ont été sacrifiés. Un monstre lien Salamandre ne se souviendra pas de s'il a été réincarné ou non, donc il ne pourra pas utiliser son effet lié à ça. Il a oublié la nature de ce qu'on a utilisé pour l'invoquer, en gros. En revanche, si les matériels n'ont pas bougé depuis qu'ils ont été utilisés comme matériel, eux se souviennent. Donc si on fait des fusions sur un monstre qui a été temporairement banni ou flip, on pourra quand même invoquer ces matériels depuis notre cimetière, puisque eux s'en souviennent. Enfin, et là aussi dans les deux cas c'est la même chose, tous les effets qui s'appliquaient sur lui sont remis à 0. Donc toute modification d'attaque-défense, de niveau, etc., tout ça, ça va être oublié. Et si ces effets étaient annulés, ou s'il avait gagné des effets via d'autres cartes, tout ceci disparaît si rien ne vient réappliquer ces changements à son retour. Donc en gros qu'il n'est pas à nouveau soumis au même effet continu qu'avant, ça va être principalement ça. Mais maintenant qu'on a établi tout ça, on va se recentrer sur le bannissement temporaire et Farfa. Tout d'abord, sachez que le monstre banni ne revient pas dès l'entrée en end phase, mais que c'est une action que le joueur qui a activé l'effet doit obligatoirement réaliser au cours de la end phase. Il doit en quelque sorte résoudre la suite de l'effet si on veut. Hein, ça je vous l'avais un petit peu teasé quand je vous ai expliqué ce qu'on faisait avec Omega. Et d'ailleurs, s'il décide de le faire alors que le monstre ne peut plus revenir car toutes les zones du terrain où il était censé revenir sont remplies, alors le monstre part directement au cimetière. Là aussi, même chose pour Omega, si vous le faites revenir mais vous pouvez pas le faire revenir, eh bien il ira au cimetière. Mais juste faire ça, bon, c'est pas bien dur. Non, le vrai défi c'est de gérer ça en parallèle d'un autre facteur, le monstre qui a été banni est censé changer de terrain durant la end phase. Si j'ai activé contrôleur d'ennemis, et que le monstre que j'ai volé a ensuite été banni par Farfa, comment gérer la end phase? Dans ce cas de figure, le monstre va revenir sur mon terrain, puis je devrais en rendre le contrôle à mon adversaire. Le fait qu'il ait été banni temporairement n'efface donc pas l'information qui est que je n'en suis le contrôleur que temporaire, et que donc je dois le rendre. Mais il y a une autre carte qui peut voler un monstre, et je crois bien que vous la connaissez tous, c'est le dragon Charge-Borel. Sauf qu'en plus, lui, il met une condition sur le monstre volé, qui doit être envoyé au cimetière durant la end phase du prochain tour. Et c'est là que ce monstre est particulier, car si le monstre volé est banni avec Farfa, alors il reviendra sur le terrain de Charge-Borel, puis repassera immédiatement à son contrôleur d'origine, sachant qu'il ne devra pas non plus être envoyé au cimetière. Ça le libère donc totalement de cet effet. Mais à l'inverse, si mon monstre a été volé et que j'active le sceau du propriétaire pour en reprendre le contrôle, eh bien le moment venu, mon monstre sera tout de même envoyé au cimetière, car l'effet de Charge-Borel est toujours appliqué dessus. Mais là, étant donné que j'ai soulevé le sujet tout à l'heure, je pense que vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe si le monstre volé, il est flip face verso du coup? Eh bien ça va peut-être vous rappeler Répression dans la vidéo Staple précédente, même si ici la façon de voler et le contexte sont vastement différents, car si j'active Livre de la Lune sur le monstre volé, alors il ne sera pas envoyé au cimetière, mais il ne repassera pas chez son contrôleur d'origine. Bon allez, on met ces histoires de flip et de bannissement de côté, mais on reste sur notre monstre lien pour d'autres questions. Tout d'abord, que faire s'il attaque un lien Kuriboh, et peut-il l'empêcher d'activer son effet?
Car après tout, si j'attaque, c'est que j'ai la priorité, et donc je devrais pouvoir activer mon effet rapide pour baisser son attaque, ce qui empêche ainsi, et surtout, mon adversaire de répondre à mon effet dans cette chaîne. Sauf que, et si vous avez suivi mon tuto sur la lecture de cartes, vous l'avez déjà remarqué, Linkuriboh a un effet déclencheur. Donc quand on déclare l'attaque, et qu'on peut alors y répondre, vu qu'on regarde d'abord les déclencheurs potentiels des deux joueurs, alors l'effet de Linkuriboh peut être activé en amont. D'ailleurs, vu que c'est un déclencheur et que l'effet de Charge Borel est un effet rapide, s'ils se retrouvent tous les deux dans une même chaîne, ça sera forcément Linkuriboh d'abord et plus tard Charge Borel. Un déclencheur étant de spell speed 1 et un effet rapide de spell speed 2, on a forcément d'abord le déclencheur. Et de toute façon, encore une fois, si vous vous rappelez bien du système que je vous ai présenté dans le tuto sur les chaînes, s'il y a des déclencheurs dans une chaîne, ils constituent forcément le tout début. Il y a forcément rien avant eux s'il y en a. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, par conséquent, l'attaque de notre dragon tombera bien à 0. Mais maintenant, et si l'attaque construction ou le dragon quantique Cyberse et qu'il active son effet pour en prendre le contrôle? Vous pouvez lire que leurs effets ont en commun de s'activer tous au même timing, au début de la damage step. Et ce sont également tous des effets déclencheurs, à ceci près que construction a un déclencheur obligatoire, contrairement aux deux autres qui sont optionnels. On a donc deux situations ici, et tout d'abord prenons Charge Borel qui attaque construction. Construction sera ainsi Chainlink 1, puisqu'obligatoire, et Charge Borel Chainlink 2. Il va alors la prendre et la mettre dans une zone qu'il pointe, puis Construction va résoudre son effet et détruire Charge Borel. Ainsi, on a tout de même volé le monstre, même s'il sera quand même envoyé au cimetière à terme. Le fait est que Charge Borel a disparu, mais son effet s'est bel et bien résolu, donc ça n'y change rien. Changeons la cible de l'attaque en prenant le dragon quantique, car là l'ordre n'est pas le même. Charge Borel est Chainlink 1, et le dragon quantique Chainlink 2. Charge Borel est donc d'abord renvoyé dans l'extra deck, puis vient le moment de prendre le contrôle du dragon quantique. Problème, Charge Borel n'est plus là, donc il n'y a plus de zone pointée où placer le dragon. Mais le piège ici, c'est que l'effet va bien tenter de se résoudre, et donc il va tenter de déplacer le dragon quantique. Ce dernier ne pouvant pas aller là où il devrait aller, il sera donc envoyé au cimetière. Eh oui. C'est très similaire au cas du renoncé qui tente d'équiper un monstre et qui se fait détruire en réponse. À la résolution de son effet, on tente d'équiper le monstre ciblé, mais vu qu'on ne peut pas, eh bien il est envoyé au cimetière à la place, au lieu de juste rester là où il est. C'est effectivement pas très intuitif, donc il faut le savoir, prenez-en note. Et maintenant, pour finir cette vidéo en beauté, voilà ce que je vous avais promis dans la vidéo précédente, l'explication du fonctionnement de Border Inspector. Lisons d'abord son effet. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre, sauf si le nombre d'effets de monstres que le joueur a précédemment activé ce tour est inférieur au nombre de types de cartes monstres actuellement sur le terrain, rituel, fusion, synchro, X6, pendule et lien. Et on nous précise bien que si l'activation d'un effet a été annulée, c'est toujours inclus dans le compte total du tour, et que seuls les effets qui ont été activés tant que ce monstre était face recto sont comptés. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, les précisions entre parenthèses soient ce sur quoi j'ai besoin de m'étendre, c'est relativement explicite et simple. Non, c'est bien l'effet en lui-même qui pose problème. J'ai lu de manière à distinguer les différentes parties, mais maintenant on va rentrer plus en profondeur. Cet effet nous demande de regarder deux valeurs en continu. Le nombre d'effets de monstres que vous avez activés ce tour en présence de border, et le nombre de types de monstres différents sur le terrain. Je vais vous afficher différentes situations pour bien vous faire comprendre, en surnommant ces deux variables par une lettre, ça sera quand même plus pratique à l'oral. Le nombre d'effets de monstres activés sera donc E, et le nombre de types de monstres sur le terrain sera T. Je sais que c'est une approche assez mathématique de la chose et que tout le monde n'est pas matheux, mais vous en faites pas, vous aurez toutes les indications sur l'écran, y a pas de problème. Moi c'est juste pour me simplifier la tâche, et d'un autre côté je trouve que ça reste la façon la plus simple de voir les faits. Je commence mon tour, et mon adversaire a border sur le terrain. J'invoque un buffleur de flamme, et je l'utilise comme matériel pour invoquer un feu lynx. À cet instant, j'ai potentiellement deux effets de monstres à activer, feu lynx et buffleur. Pour savoir ce que je peux activer, je vais alors regarder mes deux variables. Je n'ai activé aucun effet, donc E égale 0, et il y a actuellement un monstre lien sur le terrain, donc T égale 1.
Ce qu'il faut voir, c'est que je n'ai le droit d'activer un effet de monstre que si E est inférieur à T. C'est-à-dire que j'ai activé moins d'effets qu'il n'y a de types différents sur le terrain. Ici c'est le cas, donc j'active l'effet de mon phalanx. E est maintenant égal à 1. Comme mes deux valeurs sont égales, je ne peux pas activer un effet de monstre, donc je ne peux pas activer l'effet de buffleur. Faisons une ellipse dans le tour. Il y a maintenant un monstre lien et un monstre X6 sur le terrain. E est toujours égal à 1, mais T est égal à 2, puisqu'on a X6 et lien. Je peux donc activer un effet de monstre. On va dire que je le fais, et une ellipse plus tard, E est maintenant égal à 2, mais sur le terrain, il n'y a plus qu'un monstre fusion. Donc T égale 1. Je ne peux pas activer d'effet de monstre, puisque là, E est carrément supérieur à T. Je ne peux activer un effet que s'il y a plus de types sur le terrain, et là l'équilibre il est carrément renversé. J'ai activé plus d'effets qu'il n'y a de types actuellement, donc je ne peux rien activer en l'état. Et comme vous venez de le constater, ce n'est pas parce que j'ai fait venir un nouveau type de monstre que ça me donne un nouvel effet. Ce qui compte, c'est pas la nature exacte des types sur le terrain, mais leur diversité. Et T étant limité, car ne pouvant pas dépasser 6, puisqu'on ne peut avoir que 6 types au total, il y a donc une limite finie à ce qu'on peut faire tant que Border est là. Je terminerai par préciser que bien que T compte tout le terrain, donc soit commun aux deux joueurs, E est une variable personnelle, c'est votre nombre d'effets de monstre activés, donc ça, chaque joueur va le gérer indépendamment de l'autre. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Commentez et partagez vos remarques et vos questions, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.